Super Nintendo Land. Annoncé pour la première fois en mai 2015, c'est le nom du nouveau projet inauguré par la maison mère Big N. Un nouveau projet titanesque qui résulte d'un partenariat avec Universal Park & Resort. La firme Nippon s'est lancé le défi de créer des zones thématiques liées à ses licences et ses propriétés intellectuelles. On parle ici d'un investissement de 60 milliards de yens, soit plus de 431 millions d'euros, qui équivaut à l'adaptation d'Harry Potter pour ses différentes zones thématiques de Wizarding World of Harry Potter. Le 18 mars 2021, au Japon, dans la ville d'Osaka, le premier Super Nintendo Land ouvre ses portes au public. Depuis, de nouvelles zones sont prévues en Californie, en Floride ou encore à Singapour d'ici 2023 à 2025. Si cette nouvelle approche rappelle celle du créateur de Mickey, ça n'est certainement pas le fruit du hasard. Voilà comment Nintendo s'apprête à devenir le Disney du jeu vidéo. Mario, Link, Pikachu, ces noms sont connus de beaucoup, y compris de ceux qui n'en sont pas familiers. Des figures aussi populaires que Mickey ou Donald, si ce n'est plus. Spécialisée dans les jeux vidéo depuis 1977, la firme Nippon a su viser dans le mille dès ses débuts avec la création des premiers jeux Super Mario, The Legend of Zelda et Pokémon, respectivement sortis en 1983, 86 et 96. Sans nécessairement s'en rendre compte, à ce moment-là, Nintendo vient de créer 3 des licences les plus influentes et parmi les plus rentables dans son marché, encore aujourd'hui. À titre d'exemple, l'un des derniers opus estampillé Pokémon, Pokémon Legend Arceus, s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires en un mois seulement, et ça sur une seule console. Malgré les critiques négatives qu'a pu recevoir le jeu avant et après sa sortie, vis-à-vis de ses graphismes datés et de son contenu relativement faible, cela ne l'a pas empêché de rencontrer un franc succès. Il peut notamment s'expliquer par ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, un biais cognitif qui renvoie au sentiment positif qu'on le ressent à la vue d'un élément familier. Neil Postman, théoricien et critique culturel des médias américains, dira en 1985 dans son livre Amusing Ourselves to Death à propos de l'effet de simple exposition: on peut aimer ou ne pas aimer une publicité, mais on ne peut pas la réfuter. C'est la raison pour laquelle le simple fait d'appeler un jeu Pokémon suffit à faire vendre que le jeu soit objectivement bon ou mauvais. S'il y a bien quelqu'un qui a compris la valeur de la propriété intellectuelle, c'est bien le groupe Big N lui-même. En effet, toutes ces licences fortes se voient déclinées en une infinité de produits dérivés. Jouets, figurines, peluches ou encore cartes à collectionner, il y en a pour tous les goûts. Les cartes sont particulièrement intéressantes puisqu'elles ont récemment monopolisé l'attention d'Internet. La raison, certaines d'entre elles valent une fortune. En juillet 2021, le vidéaste américain Logan Paul a fait l'acquisition d'une carte éditée à seulement 39 exemplaires pour un peu plus de 5 millions de dollars, ce qui en fait la carte la plus chère du monde à l'heure actuelle. Un effet de mode s'en est alors suivi chez les influenceurs qui se sont massivement mis à ouvrir des cartes avec plus ou moins de réussite. Ce phénomène est d'autant plus intéressant que lors de sa création le 23 septembre 1889, Nintendo était spécialisé justement dans la création de cartes à jouer. Mais pour capitaliser autant que possible sur ces licences, il est nécessaire de contrôler l'image qu'elle renvoie, elle-même liée aux valeurs de l'entreprise. Et la société japonaise a peut-être repris cette phrase au pied de la lettre, car il est inimaginable pour Nintendo de voir le nom ou le visage de l'une de ses propriétés dériver de son cadre, à tel point que ses droits d'auteur sont sujets à une défense particulièrement agressive. À titre d'exemple, le 6 août 2016, des fans de la licence Pokémon décident de sortir gratuitement leur fangame. Le fangame est un jeu vidéo non officiel, développé bénévolement par des fans, intitulé Pokémon Uranium. En 10 jours, le jeu affiche plus de 1,5 million de téléchargements. Devant ce succès retentissant, Big N saisit ses avocats, provoquant le retrait de tous les moyens et supports de téléchargement. Pourtant, il n'a jamais été question pour ces passionnés de lui faire de l'ombre ou de gagner de l'argent avec ce projet qui leur a pris 9 ans de développement. Ils voulaient simplement créer un jeu plus mature et plus profond que ne l'étaient selon eux les originaux. Ça en était déjà trop aux yeux de Nintendo, qui ne supportait pas l'idée de voir ses valeurs complètement prises à contre-pied. Une philosophie non sans rappeler celle de Disney qui, en 2018, attaquait Characters for Hire, une société new-yorkaise permettant d'avoir un de ses personnages préférés à sa fête d'anniversaire. Parmi ceux qui étaient proposés figuraient certains appartenant au géant du dessin animé. Celui-ci a saisi la justice sans attendre, estimant que sa propriété intellectuelle était mise en cause. Pourquoi alors se montrer aussi agressif au risque de tomber dans le ridicule et de se mettre à dos ses propres consommateurs? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Comme énoncé un peu plus tôt, si Nintendo, au même titre que Disney, défend autant l'image de ses marques, ça n'est pas par peur de la concurrence ou de la mise en lumière des défauts de ses produits. Si Nintendo réagit de cette manière, c'est parce que remettre ses licences en question en les détournant ou en se les appropriant, c'est remettre en question ses valeurs. Un élément très important qui est en grande partie responsable du succès de l'entreprise et de l'engagement de sa communauté.
Depuis sa création, et même si ça se nuance avec le temps, Nintendo a véhiculé des valeurs à l'origine même de son identité. Des valeurs auxquelles un très grand nombre d'entre nous peut s'identifier. Quand on pense à Big N, certains termes viennent spontanément puisqu'on les associe tout naturellement à la firme. Famille, accessibilité, univers coloré et chaleureux ou encore politiquement correct, tous correspondent à l'image que l'on se fait de Nintendo. Et pour cause, ça n'est absolument pas un hasard de l'avoir vu juguler la compétition sur nombre de ses propres jeux pendant des années sous prétexte qu'elle ne collait pas à l'esprit familial de Nintendo. La série de jeux Super Smash Bros en est un parfait exemple. Super Smash Bros, c'est une licence de jeux vidéo de combat dans laquelle tous les personnages des différents jeux Nintendo peuvent être utilisés pour se battre. Le but est d'infliger un pourcentage de dégâts toujours plus élevé à son adversaire pour finalement réussir à l'éjecter de l'arène. Au-delà de retrouver l'envie de créer une véritable synergie entre ces différentes marques, Nintendo n'a pas vu d'un bon œil la naissance d'une scène compétitive liée à son image de marque, qui plus est clandestine. Mais même si au départ il ne s'agissait que d'un engouement mesuré, la sortie de Super Smash Bros Melee le 21 novembre 2001 sur GameCube va tout changer. À partir de cet opus, réputé comme étant le meilleur de tous, encore aujourd'hui, les tournois se multiplient. Ils sont organisés par des fans avec leurs propres moyens. Les règles sont instaurées et acceptées de tous sans avoir fait l'objet d'une vérification par Nintendo. Avec les années, certains joueurs sont devenus des légendes dans le milieu, recevant même le titre de dieu de mêlée par la communauté. Mais alors, pourquoi ne pas avoir accepté l'existence de la compétition sur ces jeux pendant des années? La question est légitime, notamment quand on regarde le développement de l'e-sport et les profits qu'il réussit à générer. Ça ressemble à une grosse erreur. Par exemple, la finale des championnats du monde 2021 du jeu League of Legends a enregistré un pic d'audience à plus de 73 millions de spectateurs, soit une augmentation de 60% par rapport à 2020. On peut facilement imaginer ce que Smash serait devenu si Nintendo s'était penché sur la question plus tôt. Non, à la place, la société japonaise n'a fait que rejeter massivement cette idée, avec pour seul argument la remise en question de ses valeurs. Nintendo ne voulait pas être associé à ce que la compétition sous-entend. Gagnant, perdant, difficulté, entraînement, concentration, tout ça était à proscrire. Cette décision drastique peut également s'expliquer à travers un autre biais cognitif dans lequel le père de Mario a peut-être sombré à cette période, à savoir l'aversion à la perte. L'aversion à la perte tend à démontrer que les individus sont plus sensibles aux perspectives de perte qu'à celles associées au gain. En d'autres termes, Nintendo a préféré craindre les conséquences hypothétiques de la compétition sur son image de marque en rejetant totalement les opportunités et les bénéfices qu'elle pouvait représenter. Le lauréat du prix Nobel 2002, Daniel Kahneman, complète cette analyse dans son best-seller de 2011 intitulé Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, en expliquant: c'est ce conservatisme qui nous aide à rester stable dans notre quartier, notre couple, notre emploi. Il est la force gravitationnelle qui garantit la cohésion de notre existence près du point de référence. En plus de ces valeurs humaines, Nintendo possède aussi des valeurs techniques liées aux caractéristiques de ses consoles. L'une d'entre elles qui sort du lot, c'est celle de la portabilité de ses machines. Bien qu'elle n'ait pas toutes eu le droit à cet avantage, on comprend bien qu'il tend à devenir un standard depuis l'arrivée de la Nintendo Switch. Elle a réussi à devenir la fusion parfaite entre une console de salon et une console portable. Cette distinction suffit à expliquer son succès tonitruant. À l'été 2022, la Switch s'est vendue à près de 130 millions d'exemplaires en seulement 5 ans. Pourtant, la console souffre d'un retard non négligeable sur ses concurrentes en termes de puissance. Alors, pourquoi une si grande réussite pour une console nettement moins performante que les autres? Pourquoi les gens passent-ils à la caisse? Simplement parce que ça n'est pas ce que les consommateurs attendent de la Nintendo. On achète du Nintendo notamment pour ses licences parmi les plus populaires du marché, mais aussi et surtout pour les valeurs que l'entreprise incarne. Ces valeurs suffisent à faire accepter les lacunes techniques considérables de ces consoles. Au même titre que Disney, le point de départ de tout chez Nintendo, c'est la nostalgie. Elle est omniprésente dans le marketing et la communication de l'entreprise. Celle-ci est systématiquement basée sur l'évolution de ses licences à travers le temps. Par exemple, les Pokémon sont classés par génération, tout comme les jeux. D'ailleurs, les prochaines versions de Pokémon sous-titrées Pokémon Violet et Pokémon Écarlate sont axées sur le passé et le futur. Ce choix permet d'appuyer encore plus sur la nostalgie à une heure où la série fait l'objet de nombreuses critiques concernant son potentiel souvent inexploité. Mais on retrouve également des portages. Pour info ou pour rappel,
Le portage, c'est le fait de faire en sorte que le jeu soit compatible avec d'autres plateformes ou d'autres consoles. Des portages donc d'anciens jeux emblématiques sur la dernière console en date, toujours dans l'optique de faire découvrir et redécouvrir les jeux qui ont fait le succès de Big N. Cette stratégie est redoutable puisqu'elle permet d'optimiser son marketing en s'adressant à plusieurs cibles issues de plusieurs générations. C'est un luxe que la société peut s'accorder et elle ne s'en gêne pas du tout. L'objectif est clair, miser sur le temps qui passe et la transmission des adultes à leurs enfants. Aujourd'hui, Nintendo touche une tranche d'âge extrêmement large grâce à cet effet de transmission. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'on fait découvrir aux plus petits les jeux Nintendo comme on le fait avec les films Disney. Et c'est la raison pour laquelle les nouveaux jeux parlent autant à ceux qui ont grandi avec Nintendo qu'à ceux qui découvrent tout juste l'entreprise. Les publicités de la compagnie nous permettent d'observer l'ensemble de ces engrenages parfaitement réglés. Si elle n'est pas concentrée sur l'évolution de ces marques à travers les âges, elle misera tout sur le caractère familial de ces jeux, notamment en montrant des enfants et leurs parents prendre le même plaisir à jouer. Le jeu mobile Pokémon Go illustre très bien d'une autre façon le pouvoir nostalgique de Nintendo. Véritable phénomène planétaire dès sa sortie, le 6 juillet 2016, le jeu battait une semaine plus tard le record de l'application la plus téléchargée en une semaine sur l'App Store. Un mois plus tard, il détenait le record du jeu le plus téléchargé en un mois avec pas moins de 130 millions de téléchargements. La promesse était simple. En sortant de chez vous et en vous baladant, vous pouviez capturer des Pokémon plus ou moins rares. Cet engouement sans précédent, à une période où la licence n'avait pas beaucoup d'actualité, s'explique en grande partie par la nostalgie de retrouver l'excitation qu'on ressentait enfant en capturant nos premières créatures. Selon un rapport de Forbes, 5 ans après sa sortie, ça ne serait pas moins de 5 milliards de dollars que le jeu aurait rapporté. En conclusion, à travers sa volonté de faire partie du quotidien de ses consommateurs, grâce aux jeux et aux autres produits dérivés, Nintendo a su rentrer dans le cœur de ses joueurs avec le temps. La marque s'appuie sur une excellente connaissance client, une réelle prise de conscience des principales motivations profondes de son audience, ainsi qu'une parfaite maîtrise de différentes stratégies marketing pour continuer de se développer tout en assurant une fidélisation conséquente de son cœur de cible. Elle n'hésite pas non plus à protéger farouchement ses intérêts, son image de marque et ses parts de marché en renforçant notamment son positionnement et en diversifiant son offre comme on a pu le voir avec le Super Nintendo Land. Mais on peut également penser au cinéma avec par exemple les longs métrages autour de Pokémon et Mario. Mais malgré une stratégie faisant la part belle au marketing de la nostalgie, Nintendo prend un risque parce qu'elle a double tranchant. Contenter plusieurs générations est un défi immense. Le risque, c'est de tomber comme Big N l'a déjà fait dans un autre biais cognitif, le biais de statu quo, qui s'exprime principalement sous la forme du « c'était mieux avant ». When you have a variety of different points of view, you use those together to get to better solutions. Whatever your industry, whatever your space is, you have to experiment everything that's going on. But the other thing you need to do is constantly challenge yourself to do something new and different. You have to deliver something new, something unexpected. You know, I talk about you have to focus on what's relevant and what's unexpected to be successful out in the marketplace. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.